8h40. Merci beaucoup Fatou Bintou Ndour. Je vous rappelle, en sport d'ailleurs, nous serons tout à l'heure avec Yoro Mangara, journaliste consultant, et Hervé Penaud, journaliste à l'équipe, grand reporter à l'équipe Le Quotidien Français. Nous allons parler naturellement de cette situation inédite que traverse la Fédération sénégalaise de football. Ce sera tout à l'heure. Nous allons également parler beaucoup de numérique et des enjeux du secteur ce matin. Vous le savez, l'Assemblée nationale, jeudi dernier, a adopté le projet de loi sur la protection des infrastructures d'information critique. On en parle ce matin avec des spécialistes, notamment Basile Niane, membre du Conseil national du numérique. Bonjour Basile et merci d'être venu ce matin. Bonjour Chérif, merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Avec nous également M. Ismaël Camara, spécialiste communication médias et numérique. Bonjour Ismaël. Bonjour Chérif. Merci d'être venu malgré la pluie. Certains auraient voulu rester encore sous la couette, mais vous êtes là. En tout cas, merci d'être venu. Merci, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vrai que ce n'était pas facile, oui. Mais quand vous avez des confrères et des consoeurs qui vous appellent, oui. Vous êtes obligé de répondre à l'appel. Merci beaucoup. Voilà. J'ajouterai également que c'est pour la bonne cause. Vu le sujet qui nous réunit, je pense que ça valait la peine d'être là et donc voilà. Et puis je pense qu'il est bon de sensibiliser, de permettre aux Sénégalais de savoir quelle est la portée de cette loi, qu'est-ce que ça va apporter à leur vie. Absolument. Merci beaucoup Ismaël. On va en parler dans un instant. On reste d'ailleurs dans le secteur du numérique puisqu'on va parler de TikTok, le nouvel arbre à palabres des Sénégalais. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui sur TikTok au Sénégal, on se rend compte qu'on y fait à peu près tout. Bigué, on regarde des vidéos bien sûr, mais on s'informe, on apprend, on vend, on demande de l'aide, on débat et parfois on y règle aussi des comptes. Est-ce que TikTok n'est pas devenu quelque part notre nouvel espace de palabres, Bigué? Alors c'est exactement ce que je me suis demandé parce qu'au Sénégal, comme tu l'as dit, Chérif, TikTok n'est plus seulement une application de divertissement où on danse, on chante ou on rit. On y trouve de l'information, comme tu l'as dit, de la sensibilisation, mais également des contenus religieux. Des personnes y parlent de leur métier, montrent leur savoir-faire ou simplement présentent leurs produits. Et puis, il y a ceux qui viennent raconter ce qu'ils vivent. Cela me fait penser à l'arbre à palabres. Pas à l'image un peu folklorique qu'on peut en avoir. Je parle plutôt de cet endroit où l'on se retrouve pour discuter, écouter, demander conseil. Quand on avait un problème familial, on savait généralement vers qui se tourner. Il y avait la famille élargie, les parents, les aînés. Il y avait également les tours, les tontines, les réunions entre femmes, des espaces jadis considérés comme des exutoires. Ce n'était pas seulement une question d'argent, on s'y racontait des choses. Ces espaces existent toujours, on le reconnaît, mais nos façons de vivre ont changé quand même. Et aujourd'hui, une partie de ces conversations se retrouve aussi sur les réseaux sociaux, avec une différence. On ne parle plus seulement à des gens que l'on connaît sur TikTok, une histoire peut-être racontée devant des centaines, voire des milliers de personnes. Bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe alors quand cette histoire est racontée souvent en direct ? Alors, il faut savoir ce que ces personnes viennent chercher. Certains sont tout juste curieux, ils veulent savoir ce qui s'est passé, entendre les différentes versions d'une histoire. D'autres viennent pour discuter, poser des questions, entrer dans les détails. Et certains ont déjà choisi leur camp. Et là, il y a un autre phénomène dont on parle beaucoup dans cet univers TikTok. L'audience peut devenir une arme. Des personnes très suivies sont sollicitées pour attaquer quelqu'un, raconter des choses sur lui. Et dans certains cas, ces interventions sont rémunérées. Il y a aussi des personnes connues sur le réseau qui se retrouvent à recevoir des demandes d'argent. Et quand elles refusent, la menace peut tomber. J'ai fait un live sur toi. Et ce qui est raconté dans ces lives n'est pas toujours vrai. On l'a vu à plusieurs reprises, quelques jours ou quelques semaines plus tard, celui qui avait lancé les accusations revenir et expliquer qu'il avait été payé pour le faire. Parfois, il reconnaît lui-même avoir inventé ou déformé l'histoire. Ce qui m'interpelle, ça va au-delà du fait que ces pratiques existent. C'est qu'elles ne semblent pas toujours faire perdre leur audience à ceux qui les ont pratiquées. La personne peut être démasquée aujourd'hui et quelques jours plus tard, reprendre un live
une autre histoire arrive, une autre personne est prise à partie et le public revient. Sauf que, Bigué, cette audience, certains ont appris à la transformer en un véritable business qui marche du feu des dieux. Oui, et là, on est dans quelque chose de beaucoup plus légitime. TikTok est devenu un outil de travail pour certains. On y vend des vêtements, des produits cosmétiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, des plats, des accessoires, et parfois, les chiffres donnent le vertige. Vous avez peut-être entendu Julio l'Absolu parler dans le dernier numéro du journal Rappé sur Even Prod Media, de l'argent que peut rapporter le business du hairstyle, la dépigmentation. Moi, comme d'autres, j'imagine, c'est TikTok qui nous a appris ce que ce business-là pouvait rapporter. Ouais. Il en est de même pour d'autres activités dont je ne mesurais pas l'ampleur des revenus. Je savais qu'elles existaient, mais je n'imaginais pas forcément qu'elles pouvaient générer autant d'argent. Donc oui, derrière une audience TikTok, il peut y avoir une véritable activité économique. Et quand cette audience est très attachée à une personne, elle peut aussi continuer à la suivre, traverser une polémique, regarder ses lives, partager ses contenus, acheter chez elle ou lui envoyer des cadeaux. Certains restent convaincus d'ailleurs que des clashs sont organisés juste pour vendre, car une polémique attire du monde. Et sur TikTok, l'attention peut aussi avoir une valeur économique. Et on a suivi tout à l'heure le sujet sur les cagnottes. Pourquoi? Parce que TikTok permet aussi de mobiliser très vite pour aider quelqu'un. Oui, et c'est probablement l'un des aspects les plus utiles de ce réseau. Une personne tombe malade, un appel est lancé, une vidéo tourne et des inconnus peuvent se mobiliser pour cette personne-là, pour sa famille. Chacun donne selon ses moyens et parfois, en très peu de temps, une somme importante est réunie. Cette solidarité existe et elle mérite d'être saluée, mais elle repose sur la confiance. Lorsqu'une collecte suscite des doutes ou qu'une affaire donne lieu à une procédure juridique, cette confiance est mise à l'épreuve. Je ne veux pas faire d'amalgame quand même. Quelques affaires ne permettent pas de dire que toutes les collectes sur TikTok sont frauduleuses, mais lorsqu'on fait appel à la générosité de milliers de personnes, il faut aussi pouvoir expliquer clairement ce qui est demandé et pourquoi. Parce que si la confiance disparaît, ceux qui ont réellement besoin d'aide peuvent en subir les conséquences. Bien sûr. On a déjà vu des sommes collectées détournées et parfois, certaines personnes vont jusqu'à inventer de graves maladies juste pour jouer sur l'émotion des internautes et leur soutirer de l'argent. Oui, bien sûr. Et au fond, Bigué, qu'est-ce que tout cela change dans notre manière de vivre ensemble? Alors pour moi, je ne pense pas que le problème soit le fait de parler aujourd'hui sur TikTok. Au contraire, pour quelqu'un qui ne trouve pas d'écoute autour de lui, prendre la parole peut permettre de se faire entendre. Une personne qui estime subir une injustice peut aussi utiliser les réseaux pour alerter, mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. À partir du moment où une histoire est rendue publique, on ne maîtrise plus vraiment ce qu'elle va devenir. Elle peut être commentée, reprise, discutée ailleurs et surtout, elle peut rapidement dépasser des personnes qui étaient concernées au départ. C'est là que TikTok change quelque chose. Un problème privé peut devenir très vite une affaire publique. Et puis, il y a notre rôle. Si certains lives deviennent de véritables rendez-vous, c'est bien parce que nous sommes là pour les regarder, en parler et attendre la suite. C'est peut-être ce qui se cache derrière cette phrase qu'on lit de plus en plus sous certains posts ou qu'on entend. Fais un live, on va venir tapoter et mettre des cœurs. Vous avez la référence, j'espère. Oui. On le dit parfois pour rire, mais la phrase est quand même assez révélatrice. Quand quelqu'un a un problème, est-ce qu'on pense encore à lui dire « va voir quelqu'un qui pourra t'aider à régler ça » ou est-ce qu'on pense directement à lui dire « fais un live, on va venir tapoter et mettre des cœurs ». C'est pour cela que TikTok me fait penser, moi, à un nouvel arbre à palabres. On y parle, on écoute, on discute. On vient chercher de l'aide, vendre, se divertir ou raconter ce qui nous arrive. Mais il y a une différence essentielle avec l'arbre à palabres d'avant. On savait qui était autour de nous. Aujourd'hui, on raconte quelque chose et on ne sait pas exactement qui écoute. Et surtout, on ne sait pas toujours, comme je l'ai dit, ce que ceux qui écoutent vont en faire après.
C'était le billet de Bigué Bob. Merci beaucoup, Bigué. 8h50. J'interroge directement Basile sur cette économie de l'attention. Comme Bigué vient de le mentionner, TikTok, le nouvel arbre à palabres. Quels sont les flops et les tops, selon vous, de TikTok? Déjà, merci Bigué, parce que là, vous avez souligné un point très important. Elle a fait un peu le round-up de tout ce qui se passe au niveau de l'arbre à palabres. Moi, je l'appelle l'arbre à palabres digital. Oui. Parce que si vous regardez vers les années, l'année dernière, 2025, nous étions à peu près 11 millions d'utilisateurs sur les réseaux sociaux, à peu près 5,2, quelque chose comme ça. Et si on fait le calcul, presque la moitié se retrouve au niveau de TikTok. Qu'est-ce que cela veut dire? Au Sénégal, hein? Au Sénégal, oui. Au Sénégal. Donc, ça, c'est les statistiques de Data Report. C'est une plateforme qui donne des statistiques chaque année. Et qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui est que TikTok est devenu notre maison digitale, c'est-à-dire l'arbre à palabres où tout se rencontre, etc. Mais moi, ce qui me pousse un peu à parler souvent de TikTok, c'est par rapport à la rapidité de l'information. Ouais. Imaginez-vous si l'information est fausse, c'est ça le danger pour le Sénégal. Si une information est fausse, la rapidité de l'information par rapport au TikTok. Sans compter les lives que les gens font souvent sur cette plateforme, et c'est devenu... En fait, TikTok, c'est juste l'image de la société sénégalaise. Le Sénégalais aime les cas. Oui, comme on dit. Comme on dit, j'ai un cas, je dois en parler. Une affaire publique, privée peut devenir publique facilement. Mais moi, je pense, et ce que je dis souvent aux jeunes avec qui je discute, je leur dis, écoutez, nous avons un couteau, et le couteau a deux parties. Double tranchant. Voilà. Donc c'est à vous de voir. Maintenant, TikTok est un bon moyen pour se faire du business, vous l'avez souligné, Bigué. Si aujourd'hui on fait du khessal et qu'on sait que dans le khessal il y a beaucoup d'argent là-dessus, moi je pense qu'aujourd'hui avec la jeunesse et surtout avec l'IA qui est en train de prendre une place assez importante dans ce secteur, il faudrait qu'on évoque et qu'on éduque beaucoup plus les jeunes par rapport à l'utilisation. Mais autrement, et ça il faut le reconnaître, c'est devenu une infrastructure d'influence, TikTok. Beaucoup de jeunes y gagnent beaucoup d'argent. Rien en venant, j'ai regardé un jeune qui fait un travail extraordinaire. Je ne les connais pas trop, mais je pense qu'ils s'appellent Ladzo et je ne sais pas qui. Oui. Pourquoi? Parce qu'hier, je suis rendu vers Kermassar, il y avait la lutte. Et après, j'ai vu beaucoup de jeunes qui sortaient, qui mettaient des choses. C'est quoi ça? Donc, c'est devenu une influence. Donc, facilement, on peut donner une information à la population. Et si, c'est ce que je dis, si l'information est véridique, c'est bon pour la société. Mais si c'est une fausse information, ça devient vraiment très critique. Oui, j'interroge le spécialiste des médias numériques. Voilà. TikTok, est-ce une bonne ou mauvaise nouvelle pour le secteur des médias, Ismaël? Oui, je pense que pour le secteur des médias, oui, c'est une bonne nouvelle parce que parce que quand on parle des médias, on parle de contenu et de contenus qui ont du sens en fait pour la population, pour les citoyens. Donc c'est une bonne nouvelle pour les médias parce que quand même la fabrique de l'information au niveau des médias, elle est beaucoup plus régulée que quand les influenceurs où monsieur ou madame tout le monde compte faire un live. Ouais, même si c'est un terreau de fake news aussi, TikTok. Oui, de fake news. C'est pourquoi, par exemple, on peut faire le départ entre les contenus qui proviennent des médias sur TikTok et ceux qui émanent de personnes tierces qui ne sont pas, en tout cas, outillées pour pouvoir véritablement savoir qu'est-ce qu'il faut faire passer. Parce qu'ils ne sont pas formés, ils ne connaissent pas les côtés négatifs de ce que vient de dire Bigué, même s'il y a beaucoup de côtés positif aussi, et Basile l'a dit, il y a des influenceurs en tout cas qui gagnent de l'argent parce que ils font passer de bons contenus, ils savent comment en tout cas se positionner sur cette plateforme-là aujourd'hui qui réunit plusieurs de nos concitoyens. Et après, il y a aussi ceux qui font comme les médias. Des fois, on tombe sur des reportages sur TikTok, on ne sait pas si ça vient d'un vrai média ou si c'était un montage et qui parle des fois de sujets très sérieux. Donc je pense aussi qu'il y a peut-être
une nécessité d'éduquer encore les Sénégalais sur l'utilisation de ces réseaux-là, une éducation numérique, si je peux l'appeler comme ça, pour pouvoir faire la différence. Parce que même maintenant sur TikTok, il y a des gens qu'on écoute plus que nous autres. Ah ben oui. Parce qu'ils donnent de l'information. Ah ben oui. C'est là que le débat devient un peu plus intéressant pour les médias, en fait. Parce que dans certains pays, il y a des gens qui ont créé des médias spécialement sur TikTok. Des médias, comme Evenprod, qui est uniquement sur TikTok. Il n'y a pas sur les autres plateformes, mais ils font 100% de l'information. Pourquoi c'est important? Parce que si nous, on n'occupe pas, quand je dis nous, là je deviens, les puristes, je prends ma veste de journaliste, si on n'occupe pas ces médias-là, ce sont d'autres qui vont s'en occuper. Absolument. Et maintenant, le journaliste, peut-être la chance qu'il a, c'est il a la possibilité de vérifier une information, ce qui n'est pas souvent le cas, mais il a la possibilité de vérifier une information par rapport aux autres qui ne peuvent pas le faire. Mais malheureusement, ce qu'on a, c'est cette formation, parce que les journalistes souvent ne sont pas très formés avec les outils numériques. Souvent, c'est même c'est l'aspect, la phrase que j'aime bien, quand on vient sur TikTok, on fait venez tapoter, etc. Est-ce que ça c'est réel exactement, même avec l'algorithme? Ça, c'est des choses qu'on devait même en parler. Les gens te disent, ouais, si tu ne tapotes pas, on va fermer le compte. Ça, c'est des... Bon, excusez-moi du terme. C'est peut-être des idées reçues. Ça n'existe pas. Ça, vraiment. Techniquement, c'est pas vrai. Donnez-moi des cœurs. Techniquement, c'est pas vrai. C'est juste une façon de faire de la publicité, etc. Mais si vous faites un bon contenu, je ne vois pas pourquoi TikTok couperait ce que vous êtes en train de faire. Tout cela nous mène à parler de la régulation en réalité des réseaux sociaux. On en avait beaucoup parlé. Je pense que même dans le cadre de l'évolution du CNRA, qui devait prendre aussi ce volet-là, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Ousmane, de cette régulation des réseaux? Des réseaux, bah écoute, parce que bon, ça c'était un projet qui a été porté par le ministère, je pense, pour en tout cas, voilà, lister les médias qui sont conformes à la réglementation afin de pouvoir véritablement mettre de l'ordre, surtout pour les médias, sur les médias qui sont en ligne, parce que c'est là où on a senti qu'il y avait des dérives. Je vais dire que je vais revenir un tout petit peu sur l'éducation aux médias et à l'information qui doit, dans une démocratie, il doit y exister cet aspect-là. Et pour parler de l'éducation aux médias et à l'information, il y a forcément un volet numérique aujourd'hui parce que les médias même les médias traditionnels ont des plateformes numériques. Donc, si vous prenez des pays comme la France, ils ont la semaine de l'EMI où ils sensibilisent, où c'est des journalistes comme vous, professionnels, qui vont aller dans les écoles pour sensibiliser les élèves du primaire au lycée sur comment l'information est fabriquée, la fabrique de l'information, comment ça se fait, comment on peut déceler une information qui est vraie et une information qui est fausse sur les réseaux sociaux. Donc, et leur montrer les techniques de fact-checking, ce qui fait que ces jeunes-là qui aujourd'hui consomment l'information à partir de leur smartphone vont savoir maintenant en y allant, il faut aller vers quel site. Donc, parce qu'ils sauront quelle est la plateforme qui donne les bonnes informations et quelles sont les plateformes où leurs informations sont plutôt douteuses. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il faut qu'on accentue cette éducation aux médias, à l'information, voire même au numérique de façon générale et à l'IA, parce qu'avec l'IA, on peut également faire tout et son contraire par rapport à ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il y a des choses à faire. Donc, ça, c'était une parenthèse. Maintenant, pour répondre à ta question, je pense que le ministère l'avait lancé, cette régulation-là. Entre-temps, je pense qu'il y a certains médias qui ont en tout cas amené cette question, qui ont intenté, en tout cas qui ont mené des actions en justice. Et donc, finalement, il y a eu un rétropédalage. Et à mon avis, il me semble que c'est plutôt le CNRA qui devait s'en rendre. Et à mon avis, c'est dans le cadre du renforcement. Le CNRM. Oui, le CNRM. C'était le CNRM. Je pense que c'est la nouvelle structure là, qui a été lancée par l'État. Mais le problème qui s'est posé est qu'aujourd'hui, si vous regardez un peu l'arsenal juridique de l'État, on a beaucoup de lois
sur la cybersécurité, sur les données personnelles, etc. Et je pense que la loi sur la cybersécurité englobait en quelque sorte la régulation des réseaux sociaux. Donc, est-ce qu'il fallait créer une nouvelle loi ou pas? Parce que moi, personnellement, à cette époque-là, nous avions le projet de loi pour la régulation des réseaux sociaux, spécialement pour les réseaux sociaux. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait, C'était porté par qui? Bon, pour le moment, c'était le ministère qui avait sorti juste le projet. Mais normalement, quand il y a un projet qu'on doit faire, c'est le ministère qui le sort. Après, on discute avec les autres instituts, CNRA à l'époque, etc., ou CNM. Après, bon, ils ont un peu reculé. Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont mis dans des tiroirs? Je ne sais pas pour le moment. Mais si on regarde l'arsenal juridique au Sénégal, on se rend compte qu'il y a tellement de lois et les lois se chevauchent à quelques instants. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devait prendre au niveau de cette loi? Et que si on vous insulte, vous avez la possibilité d'aller porter plainte au niveau des institutions qu'il faut. Mais également, si quelqu'un poste votre photo en ligne, etc. Donc tout ça, c'était déjà dans la loi sur la cybercriminalité. Donc en réalité, la cybersécurité. Réguler les réseaux sociaux, c'est pas demain la veille au Sénégal. C'est quoi le blocage en fait? Est-ce que c'est un problème d'influence des puissants Bon, je ne parlerai pas de problème de puissance quand même, parce que je pense que nous avons déjà des lois qui protègent les citoyens sur qui ne sont pas appliquées. Qu'on ne connaît pas. Peut-être qu'on ne connaît pas encore et on doit faire beaucoup de formation là-dessus. Mais le fait, au début, le fait de recevoir des menaces en ligne et le fait de prendre une décision d'aller au niveau de la gendarmerie ou bien la police pour porter plainte, ça déjà c'est quelque chose qu'on peut prendre comme intéressant, quoi. Donc moi je pense que les lois sont là. Maintenant, ce que je ne veux pas et ce que on a toujours lutté contre, et qu'il ne faut pas aussi qu'on entrave la liberté des citoyens. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on mette une loi comme ça simplement pour dire aux Sénégalais, c'est une loi, personne ne parle sur les réseaux sociaux. La liberté d'expression, ça existe. Maintenant, si on dépasse cette liberté, là on peut... Parce qu'on avait aussi les autosaisines du procureur. Oui, bien sûr, les autosaisines, les gens qui sortent... qui sont sur les réseaux sociaux. Voilà, tout ça, c'est la loi qui le dit. Oui, exactement. Donc, quand vous sortez, vous insultez le président de la République, même si on ne porte pas plainte, le procureur peut s'autosaisir automatiquement. Tout à fait. Même pour des propos jugés outrageants. L'article... Au-delà de l'article 80, même ceux qui insultent je parle du président pour le moment. Il y a certains qui ont été appelés. Je ne vois pas encore... Je ne vois pas nécessité de refaire une autre loi pour entraver. On a tout ce qu'il faut. Voilà. Juste pour ajouter quelque chose, je pense que je veux juste saisir la balle au bon par rapport à ça, pour dire que en fait, je pense que trop de régulation tue quelque part la liberté d'inventivité, de créativité, d'innovation. Et tout cela, on retrouve toute cette liberté-là sur le cyberespace, sur les réseaux sociaux. Et donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse comme aujourd'hui l'Union européenne, parce qu'en Europe, il y a trop de régulation, notamment en France. Et aujourd'hui, il y a un débat qui s'oppose même au sein des acteurs pour dire qu'il y a certains qui sont contre il y a trop de régulation. Il y a trop de régulation parce qu'il y a trop de dérives aussi. Ces directives qui vont dans le sens de réguler les réseaux sociaux. Et qu'ailleurs, aux États-Unis, parce qu'eux, ils regardent les États-Unis, parce que tous les en tout cas, les GAFAM, tous les GAFAM se trouvent là-bas. Là-bas, c'est la créativité. On laisse à chacun apporter son inventivité. Maintenant, il ne faut pas aussi, nous sommes dans un pays, dans un jeune pays, puisqu'on est indépendant depuis 60, le taux d'alphabétisation n'est pas si élevé. Bon, il faut mettre le curseur, à mon avis, sur l'éducation numérique, sur la sensibilisation. Et c'est là où l'État doit pouvoir appuyer, travailler en parfaite intelligence avec les médias pour que véritablement qu'on puisse atteindre les objectifs, pour que les citoyens puissent naviguer tranquillement sur les réseaux sociaux, pour qu'on évite
qu'on puisse éviter les dérives qu'on voit souvent, et que je pense que c'est un moyen également d'éduquer les citoyens et les réseaux sociaux. Donc, éviter trop de régulation tue quelque part la créativité. Ouais. 9h04, vous êtes sur Evenprod Média, la matinale essentielle de l'info pour votre propre opinion. Nous sommes avec Basile Niane, membre du Conseil national du numérique, et Ismaël Camara, spécialiste communication, médias et numérique. On va parler justement de la loi, du projet de loi adopté jeudi dernier. Vous le savez, lors du dernier jour de la session extraordinaire 2026, l'Assemblée a adopté le projet de loi sur la protection des infrastructures d'information critique. Une loi importante, Basile Niane. De quoi parle-t-on exactement? Alors, vous savez, depuis quelques mois, quelques années même, on va dire, le Sénégal fait face à plusieurs attaques. Et quand on parle d'attaques, c'est vraiment aller vers des systèmes critiques. Les attaques, c'est lié, on a vu au niveau de la DAF, l'attaque au niveau des impôts et domaines. Tout à fait. À certain moment, l'État avait déjà le projet de loi qui a été fait depuis un bon bout de temps. Mais il fallait diagnostiquer, regarder certains articles et tout. Et c'est la semaine dernière, le jeudi 20, qu'on a adopté cette loi. Alors, que parle-t-on de cette loi? C'est très simple. Je vais le résumer en trois ou deux phrases. La première phrase est que l'État va disposer maintenant d'une loi pour se protéger de ces attaques-là, ça c'est un. Deux, ça c'était un vœu de tout le secteur numérique, c'était la mise en place d'une autorité nationale de cybersécurité. C'est comme ce qui se passe avec la RTP, où l'autorité sera chargée de prendre en charge tout ce qui tourne autour des cyberattaques et de pousser les gens à faire des déclarations. Parce que ce qui s'est passé est que lorsqu'il y a une attaque au niveau des infrastructures critiques, et c'est quoi une infrastructure critique? C'est juste une infrastructure qui permet, qui n'est pas appelée à s'arrêter, quelle que soit la situation. C'est-à-dire que si on vous attaque, l'infrastructure critique, si l'infrastructure critique est attaquée, le pays ne marche plus. C'est une infrastructure vitale. Vitale, comme l'eau, l'électricité, etc., la santé. Si par exemple aujourd'hui on attaque l'hôpital, je ne prie pas le principal, on aura beaucoup de morts. C'est ça qu'on appelle infrastructure critique. C'est pour parler vraiment de façon terre à terre. Alors aujourd'hui l'État dispose de cette loi. C'est une excellente nouvelle. On va également avoir ce qu'on appelle l'autorité nationale de cybersécurité qui va jouer le rôle de l'État pour pousser les gens également à faire des déclarations. Après cela, nous avons également des amendes parce qu'il se passe qu'il y a des gens qui ne font pas bien le travail. Et les amendes tournent autour de 800 millions jusqu'à 5 milliards. Mais c'est à voir. Mais le plus important au niveau de cette loi, je pense, est que c'est un premier pas. Un premier pas parce que la cybersécurité n'appartient pas simplement aux spécialistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait démarrer par des formations, par l'information, que les gens puissent comprendre c'est quoi en fait. Comprendre les enjeux. Les enjeux de cette loi. Et après, il faudrait mettre les gens qu'il faut, à la place qu'il faut, pour qu'on puisse, une fois que le Sénégal est attaqué, qu'on puisse prendre en charge tout cela et dire la vérité aux Sénégalais, même si, bon, il y a des informations qui ne passent pas, il faudrait les informer. Alors, cette loi a été entamée avec l'ancien ministre, je pense, Alioune Sall, qui est parti, en partenariat avec le ministre actuel qui est Samba Diouf, et également la DCCI, et la DAF, la RTP, tout ça ce sont des entités qui ont joué un très grand rôle dans la mise en place de cette loi, notamment le Conseil national du numérique. Alors, pourquoi je l'évoque? Parce que je suis là en tant que membre du Conseil national du numérique. Notre rôle, c'est de soutenir l'État. Et notre chef, pour parler très simple, est la primature, c'est le Premier ministre. Donc toutes les lois que vous allez voir qui touchent ce secteur, ça passe d'abord par des avis. C'est-à-dire que le Conseil national donne des avis. Avant de sortir cette loi, avant que la loi soit publiée au niveau... Avant même qu'on amène la loi au niveau de l'Assemblée nationale, la loi est diagnostiquée par les membres du Conseil national. C'est le Conseil maintenant qui donne l'avis en donnant des amendements. L'article 1, 2, 3, il faut changer le Conseil, rappelons-le, composé de sachants. Exactement.
c'est de 20 personnalités qui sont dans le secteur du numérique et qui agissent de façon bénévole. Parce que les gens pensent qu'il y a beaucoup d'argent là-dessus. On le fait parce que nous sommes des acteurs du secteur. Bien sûr. Et après, si on diagnostique le projet est retourné au niveau du ministère. Et le ministère, maintenant, après amendement, avant le ministère, c'est la primature. Après la primature, le ministère. Après le ministère, maintenant, si on regarde les amendements, on amène le projet au niveau de l'Assemblée nationale pour que le projet soit voté. Donc là, tout le monde, dans le secteur où nous sommes, si vous regardez même sur les réseaux sociaux, c'est les mêmes messages. Enfin. Oui, la loi, c'est juste du papier. Maintenant, il faut aller au-delà de ce papier-là et mettre les gens qu'il faut, mettre des infrastructures. La composition de cette autorité, par exemple. L'autorité, par exemple, qui sera la personne qu'on doit choisir pour diriger cette autorité. Ça serait très important également. Et les membres qui seront là-bas, mais surtout la sensibilisation. Le plus important, c'est la sensibilisation. Parce que si vous prenez, par exemple, une entreprise où 100 personnes sont dans l'entreprise, si 99 sont éduqués avec une bonne sensibilisation, s'il manque une seule personne, l'attaque peut passer par cette personne-là. Bien sûr. Donc il faudrait faire très attention par rapport à ça. Absolument. Voilà. Nul n'est à l'abri, c'est ça aussi qu'il faut dire, à l'abri de ces attaques. En France, par exemple, la Direction générale des finances subit une attaque actuellement. C'est vraiment la une de l'actualité là-bas. Ici au Sénégal, nous avons cette loi, enfin, disent certains. Pourquoi elle est importante, Ismaël Kamara ? Elle est importante parce que ça permet au Sénégal de franchir une étape majeure. Protéger nos infrastructures numériques, c'est désormais protéger notre souveraineté, puisqu'on en parle de plus en plus, surtout avec les autorités qui ont en charge la destinée de ce pays. Aujourd'hui, une attaque informatique, Basile l'a dit, peut paralyser une administration, une entreprise, une banque, un hôpital ou un service essentiel. Donc la cybersécurité, par conséquent, n'est plus seulement une affaire de techniciens, c'est une question de sécurité nationale et de continuité de l'État. Donc, cette loi, elle est importante parce que ça va permettre à l'État du Sénégal, un tout petit peu, de faire face aux cybermenaces, aux cyberattaques. Parce que, comme je l'ai dit, l'administration, les banques, les infrastructures critiques au niveau des opérateurs de télécom sont tous visés, ne sont pas à l'abri. Parce que en France, Orange, qui est un grand opérateur de téléphonie, durant ces décennies, a connu beaucoup d'attaques. Pourtant, à l'intérieur, c'est là où on trouve les métiers qui font face à ce genre d'attaque. La France, aujourd'hui, on parle ici d'une autorité nationale de cybersécurité. La France a cette entité-là qui s'appelle l'ANSSI, qui a été créée depuis belle lurette, et pourtant, les administrations des hôpitaux français ne sont pas à l'abri de ces personnes mal intentionnées. Donc ça va juste permettre à l'État d'anticiper, de pouvoir faire face à ces éventuelles menaces. Et ça, c'est important. C'est extrêmement important. Parce qu'avec cette loi, on aura un CERT, on aura également un SOC qui sera mis en place, et les techniciens qui vont travailler au niveau du SOC vont travailler H24 pour pouvoir détecter d'éventuelles attaques. Et une fois qu'ils ont détecté ces attaques-là, ils vont mettre ça entre les mains de l'équipe qui compose le CERT pour que cette équipe-là puisse faire une analyse approfondie de la situation afin de circonscrire l'attaque en question. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Et maintenant, là où j'interroge un tout petit peu la loi, c'est la création de l'Agence nationale de la cybersécurité. C'est l'autorité. Oui, c'est une autorité. C'est une agence, mais la mission est là où le cadre législatif, c'est que c'est une autorité. Voilà, c'est l'autorité. Oui, c'est comme l'autorité comme la de régulation. RTP. Comme la RTP. Je pense que, pour moi, à mon avis, il ne faut pas recréer la roue. On a la direction générale du chiffre et de la sécurité des systèmes d'information. À mon avis,
c'est cette direction générale-là qu'il faut transformer en autorité nationale de la cybersécurité, puisqu'on y a, au sein de cette direction générale, on a tout ce dont on a tout besoin. ce qu'il faut. Je vois Basile acquiescer, vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est la DSSI. Hein. Moi, je crois que c'est l'entité même qu'il faut pour créer cette autorité, parce que quand on parle d'autorité, c'est en fait la personne qui est au-dessus de tout le monde. Oui. Maintenant, le problème qu'on a au niveau du Sénégal, c'est ce problème où chacun travaille de son côté. On travaille en silo. En silo, sans pour autant avoir une collaboration, même pour le projet qui va suivre, parce que là, nous parlons de projets sur la cybersécurité, mais il y a d'autres projets. La santé numérique, ça va venir. Nous sommes en train de travailler là-dessus, d'ailleurs. Et l'objectif, ce que nous voulons faire est qu'aujourd'hui, Chérif qui veut aller en France ou bien dans d'autres pays, ou bien qui veut aller à l'hôpital, qu'on puisse trouver des informations fiables sur Chérif, qu'il y ait une identité numérique de Chérif. Si vous allez dans les autres pays, vous ne pouvez pas acheter un téléphone, vous ne pouvez pas aller dans les hôpitaux tant que vous n'avez pas... Par exemple, moi j'ai quitté le Japon récemment et j'étais étonné de voir la technologie, comment ils sont. Ils ont une technologie qui s'appelle My Number. Si vous n'avez pas My Number, on ne vous regarde même pas. Vous venez, on vous dit My Number. Vous sortez, vous donnez, parce que vous ne pouvez rien faire avec. Et si vous êtes un individu, pas quelqu'un, un touriste, là vous avez juste votre passeport. Vous ne pouvez rien acheter sans passeport. Mais après, si vous êtes résident, il y a une traçabilité. C'est une traçabilité de tout. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire. Même le jour où vous descendez de l'aéroport, on vous suit. Vous êtes fiché. Vous êtes fiché. Vous passez partout parce que tout est informatisé. D'un côté, c'est bien, mais de l'autre côté aussi, bon, c'est un peu bizarre, mais eux, ils sont dans un autre monde. Mais nous, en tant que Sénégalais, et ça, je dis souvent, la technologie ne sert à rien que de régler des problématiques. Tout à fait. Des problématiques. Alors, on parle beaucoup de cette autorité-là. Moi, en tant que journaliste, ce qui m'interpelle, c'est que l'autorité va être rattachée à la présidence. Est-ce que vous, ça vous fait pas tiquer? C'est-à-dire que c'est des informations que l'État aura, et sur cette liste-là aussi, la liste des infrastructures critiques, on dit qu'il y a le secret défense. Donc tout le monde ne sait pas qui est sur la liste. Attention, il faut faire quelques nuances. Ici, on parle d'infrastructures critiques de l'État. Ça n'a rien à voir. Peut-être, bon, le citoyen n'est pas obligé de connaître souvent certaines choses. Mais nous sommes d'accord. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, s'il y a une attaque, à quel niveau d'information nous serons? Très bien. Nous qui devons rapporter. Oui, ça par contre, c'est une bonne question. Ismaël? Oui, allez-y, Ismaël. Oui, moi, le fait que ça soit logé à la présidence ne me pose pas de problème parce que la direction générale du chiffre et de la sécurité des systèmes d'information est logée à la présidence. La commission de protection des données personnelles est logée au secrétariat général de la présidence. Tout à fait. L'entité qui s'occupe de la cryptologie, je pense, tout ça c'est logé à la présidence. Parce que c'est des questions sensibles naturellement, et il est bon que l'autorité suprême puisse donner le là quand il y a un problème, pour qu'on sache quel bouton il faut appuyer pour que les citoyens, en tout cas, soient protégés. Parce que c'est des institutions qui nous protègent en fait. Parce que quand on parle d'infrastructures critiques, voilà, c'est la Sénélec, c'est la SDE, c'est la Cour des comptes, c'est les cours et tribunaux. Ça déjà... Dans leur globalité, ou juste il y a des services qui sont concernés au sein de ces institutions-là? Non, il y a leur infrastructure, c'est ce qui fait marcher. Parce que dans toutes les institutions aujourd'hui, il y a un dispositif numérique, un système d'information qui fait marcher, fonctionner la machine. Je veux dire, par exemple, vous avez un logiciel sur lequel, par exemple, tout le monde travaille et que quand ça s'arrête, les gens ne vont pas travailler. Même dans certains médias aujourd'hui, dans les pays développés, ça se passe comme ça. Tout à fait. C'est-à-dire, vous avez, pour que les gens envoient leur article, on a mis en place tout un dispositif, un logiciel sur lequel il faut... exemple, quoi, je donne. Oui, donc, quand ça s'arrête, le travail s'arrête naturellement. Donc, imagine si c'est l'eau, si c'est l'électricité, si ce sont les banques. C'est pourquoi même des fois, vous allez au niveau de votre banque, du gap de votre banque, on vous fait savoir que les réseaux ne fonctionnent pas. Imagine que ça soit une attaque nationale. Ça peut causer problème. Une attaque
une cyberattaque. Oui, voilà. C'était juste pour répondre à Bigué. Hein. Ta question est légitime, hein, c'est vrai. Mais il faut savoir que si l'État est organisé, s'il y a une attaque, on ne saute pas du jour au lendemain pour dire à Bigué, la DAF a été attaquée. Ça, c'est des informations sensibles. Nous sommes, c'est normal. Maintenant, même si les journalistes arrivent toujours à avoir l'information, ce fut le cas d'ailleurs. Oui, c'est ça. Mais parce que aussi, voilà, l'État est trop lent en matière de communication. Et ça, il s'agit des attaques critiques comme ça. C'est rare de voir quelqu'un qui va sortir pour te dire qu'on a été attaqué. Oui. Maintenant, voilà, si l'information passe par les journalistes, c'est là-bas ça devient important. Il faudrait aussi éduquer ces journalistes-là en leur disant, si vous donnez une fausse, pas fausse information, mais si l'information est mal, voilà, donc ça peut faire mal au Sénégal. Parce qu'on n'y peut rien, hein. Tous les pays, même les plus grands pays, sont attaqués. Donc les attaques sont là. La France vit une attaque. Chaque jour, il y a des attaques. Maintenant, ce qu'il faut, est qu'il faut mettre dans la tête des Sénégalais que s'il y a l'attaque, il faut oser dire aux Sénégalais qu'il y a une attaque et qu'on règle ce problème-là. Voilà. Mais ce qui n'est pas bien, c'est de rester derrière sans rien dire. On vous dit que la DAF a été attaquée, tout le monde se tait. Voilà. Oui, on va parler de l'acceptation sociale de la loi. Parce que la loi prend en compte cet aspect-là, ce que vous dites là. Parce que maintenant, avec la loi, ils disent qu'en 24 heures, l'organisation qui a été victime d'une attaque doit rendre publique l'information. Il sera sanctionné. Voilà. Et donc, ça rend transparent aujourd'hui le travail des entités qui ont ces infrastructures critiques. Et ça permet aux journalistes d'avoir la bonne information parce qu'auparavant, qu'est-ce qu'on entendait? Par exemple, on a attaqué par exemple la DGID, la direction du Trésor et du compte public. Et pourquoi on va dire que c'est des problèmes techniques, c'est des dysfonctionnements, alors que c'est des cyberattaques en fait. Alors que c'est des Il faudrait plus de transparence. Et maintenant, avec la loi, ils sont obligés de dire qu'est-ce qui s'est passé en l'espace de 24 heures. Même l'article 50 en parle dans le projet. Donc je pense qu'ils vont faire des amendements par rapport à ça. C'est ça. Ils vont dire ça à l'autorité. Et l'autorité va dire que c'est cyberdéfense. C'est secret défense. C'est secret défense. On ne donne pas, on n'en parle pas. De toute façon, l'information sera toujours là. Moi, je pense qu'il faudrait juste beaucoup plus de transparence. Voilà. On va parler de l'acceptation sociale de cette loi, parce que ça aussi, c'est une dimension assez importante. Mais il y a également la transformation des métiers du numérique qui sera effective. Ça, c'est une bonne nouvelle, Ismaël. Oui, c'est une très bonne nouvelle parce que, bon, comme je l'ai dit, la loi prévoit la création d'un SOC et d'un CERT national qui a été une forte demande des acteurs de l'écosystème. Ça va permettre de prendre à bras-le-corps les cyberattaques, voilà. Un SOC, rappelons que c'est Security Operations Center, traduit en français, Centre de surveillance de la cybersécurité. Et sur un SOC, on a des métiers où les gens H24 vont surveiller tout ce qui se trame, vont pouvoir regarder les différentes infrastructures concernées pour voir s'il y a d'éventuelles menaces. Et que quand il y a une menace qui est réelle, ils vont donner, comme je l'avais dit tantôt, ce qu'ils ont pu détecter aux membres du CERT qui vont faire une analyse beaucoup plus approfondie afin de circonscrire l'incident. Donc, il y aura forcément de nouveaux métiers qui seront créés. Il faut que nos écoles, les CMT, l'école supérieure polytechnique, l'université Cheikh Hamidou Kane, l'université Amadou Mahtar Mbow puissent, en tout cas dans leur curricula, puissent en tout cas mettre des modules sur la cybersécurité ou bien même des masters et des licences professionnelles dans ce domaine-là pour permettre aux jeunes, une fois, avant même de leur sortie, d'être opérationnels, et même on aura besoin des juristes du numérique parce qu'il y a des contrats, pas mal de contrats qui vont être signés entre les entités concernées par ces infrastructures-là et l'État ou l'autorité qui sera chargée nationale de cybersécurité. Vous avez beaucoup parlé de sensibilisation, d'éducation au numérique, Basile. Une loi, pour qu'elle fonctionne, doit être acceptée par les populations. L'acceptation sociale de la loi, vous, au niveau du Conseil national du numérique,
Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que les Sénégalais s'approprient les enjeux liés à la cybersécurité? Parce que c'est extrêmement important. Bon, moi, je pense qu'au niveau du Conseil national du numérique, nous avons des devoirs, nous avons des limites même d'ailleurs. Parce que c'est pas une organisation, mais c'est une entité qui regroupe le secteur privé, en fait, où chacun vient avec ses capacités intellectuelles pour soutenir l'État. D'où nous, notre rôle, c'est de dire à l'État, si l'État veut faire une loi, l'État vient nous voir en nous disant qu'est-ce que vous pensez de cette loi. Et nous, on donne un avis. L'avis maintenant, mais c'est un avis interne. Il sera donné à la primature et la primature va après faire son travail. Mais au-delà de ça, en tant qu'acteur du secteur, moi je pense qu'il faudrait instaurer ce qu'on appelle une culture numérique et digitale. J'en avais parlé récemment en disant que on ne peut pas adopter une loi sans que la population puisse l'accepter. Qu'est-ce que cela veut dire? 90% des Sénégalais ne parlent pas le français en général. Ne parlent pas français, oui. On parle presque le Wolof. Il faudrait que ces lois-là soient traduites en Wolof. Pourquoi? Parce que dans le programme de l'État, nous avions à l'époque, si je me rappelle, et ça marche toujours, les Badianougor. Moi, je pense que ce sont des relais qu'il faudrait prendre en compte pour informer les Sénégalais sur ces lois-là. Parce que le Sénégal va te dire, oui, on parle de loi sur la cybersécurité, mais je ne connais rien du tout. Celui qui sera sur TikTok, ce n'est pas ce qu'on parle. Et il faudrait également prendre en compte ces personnes dont vous parlez, cette influence sur ces réseaux sociaux-là, pour pouvoir diffuser et sensibiliser les Sénégalais. Je pense que le ministère avait déjà commencé ce projet en prenant, par exemple, des influenceurs, qu'on le veuille ou non. Ils parlent beaucoup plus que les journalistes, malheureusement. Ils ont beaucoup plus de puissance que les journalistes. Puissance, hein, je mets en parenthèse, parce que bon, je ne vais pas aussi les défendre. Mais quand même, ils ont de l'audience. Et c'était le cas avec la Startup Act, la loi sur la Startup Act également. Ils ont pris beaucoup de jeunes pour ça. Et je pense qu'un pays, et encore une fois, je reviens là-dessus, c'est hyper important. La technologie ne sert qu'à régler des problématiques locales. C'est-à-dire que la technologie ne doit pas être utilisée comme par exemple ce qui se fait en France, ce n'est pas la même chose que ce qui se fait au Sénégal. Tout à fait. La France peut avoir des infrastructures, mais le Sénégal peut avoir des infrastructures, mais qui sont limitées par rapport aux besoins de la population. C'est là-bas que ça devient important. Une loi qui n'est pas acceptée par la population, ça ne servira à rien du tout. Absolument. D'accord? C'est vrai que là, nous parlons de... On en a vu d'autres. Hein. Voilà, dans le secteur de l'environnement, on peut parler de la loi sur les plastiques. Les plastiques, on les voit toujours. Ça n'a jamais été accepté par les populations. Il faut une sensibilisation. Et la sensibilisation, maintenant, il faut le donner aux gens qui peuvent le faire. Et accepter de dire, moi je ne sais pas, je vais voir Bigué parce qu'elle est bien en journalisme, je vais voir Chérif, elle est bien en journalisme, Chérif, il est bien en journalisme. Voilà, on leur donne la possibilité de pouvoir faire la communication. Mais si on veut faire tout en même temps, ça ne marchera pas. Il faut une sensibilisation pour que ça puisse passer. Ismaël, comment faire pour que les populations s'approprient cette nouvelle loi extrêmement importante? On a fait vraiment le pari de revenir là-dessus ce matin dans Evenprod Média, dans la matinale. On n'en a pas beaucoup parlé malheureusement la semaine dernière, alors que c'est une loi extrêmement importante. Aujourd'hui, pourquoi les Sénégalais doivent s'approprier cette nouvelle loi, Ismaël? Déjà, par rapport à tout ce qu'on a dit, parce qu'une loi, aussi ambitieuse soit-elle, ne peut pas à elle seule garantir notre sécurité numérique. Sa réussite dépendra de son application concrète par l'État, les entreprises, les créateurs d'infrastructures critiques et plus largement par chaque utilisateur du numérique. La cybersécurité doit devenir une culture nationale, investir dans les technologies, oui, mais surtout investir dans les compétences, la prévention et la sensibilisation dont parlait tout à l'heure Basile.
Merci beaucoup Ismaël Camara, spécialiste communication médias et numérique. Merci beaucoup Basile. Merci Chérif, merci, ça a été un plaisir. Partagé. Comme d'habitude. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir accepté notre invitation et on vous rappelle cette loi adoptée donc par l'Assemblée nationale jeudi dernier lors du dernier jour d'ailleurs de la session extraordinaire 2026, loi sur la protection des infrastructures d'information critique. C'était notre focus de ce matin. Dans un instant, on va parler sport et de cette situation inédite que traverse la Fédération sénégalaise de football. Beaucoup de conflits actuellement dans le football sénégalais. On va en parler dans un instant avec Hervé Penaud, grand reporter au journal L'Équipe, journal français L'Équipe, et Yoro Mangara, un de nos chroniqueurs ici dans la matinale d'Event Prod Média. On se retrouve dans un tout petit instant.